Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la théorie énonciative, ou bien ce qu'on peut appeler la linguistique de l'énonciation. Et comme d'habitude, j'invite les nouveaux visiteurs à s'abonner sur notre chaîne. Cela nous encourage à continuer dans ce chemin si bénéfique. On commence. Alors, à côté de la linguistique structurale fondée par Ferdinand de Saussure, vient s'ajouter la linguistique énonciative. C'est une théorie fondée par Émile Benveniste dans les années 20 et 30 en France. Il consiste généralement à étudier la langue dans son utilisation. Son objet d'étude est donc la parole. À partir de l'apparition de cette théorie, les linguistes énonciativistes tiennent compte de la position de l'énonciateur dans la production d'un énoncé donné. Et c'est exactement le noyau de l'énonciation. Alors, la citation que voici. L'énonciation est cette mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation. Nous entendons par là que la linguistique énonciative étudie le fonctionnement de la langue. Et il se limite à décrire la parole qui est une manifestation concrète de la langue. Ce qui nous intéresse là, c'est l'emploi de certains signes que les circonstances de l'énonciation vont changer. C'est-à-dire, un énoncé produit dans telle circonstance n'est jamais le même si on change seulement un seul élément de ses paramètres. Par exemple, à 10 heures, un professeur annonce à ses étudiants qu'un test aura lieu dans 2 heures en classe. Dans cet énoncé, on relève les acteurs, c'est-à-dire le professeur, les étudiants, le temps des heures, un lieu, c'est-à-dire la classe. Et si on change seulement un élément, alors l'énoncé ne sera pas le même. Énoncé 2. À 8 heures, un professeur annonce à ses étudiants qu'un test aura lieu dans 2 heures en classe. Eh bien, la seule différence entre le premier énoncé et le deuxième est qu'on a changé seulement le temps. Ce qu'on peut déduire là, c'est que chaque énoncé dépend des circonstances de sa production. Et si on change un seul élément, on aura un autre énoncé bien distinct de premier. L'énonciation, donc il est défini comme un acte individuel d'utilisation de la langue. Autrement, c'est l'opération de produire des énoncés. Et ceux-ci, c'est-à-dire les énoncés, ont été définis par Benveniste comme une production langagière marquée par deux pauses. Et l'énoncé peut être un mot, une phrase ou un texte. C'est un segment effectivement produit par un locuteur. Sa valeur informative, c'est-à-dire de l'énoncé, sa valeur informative, il est bien éloigné de celui qui le prononce, de celui qui prononce cet énoncé. Il est étroitement lié à ce qu'on appelle les circonstances de sa production. Eh bien, cette dichotomie énoncé-énonciation, nous pouvons la comparer à celle de fabriquer-fabrication. Voilà. Même si on s'intéresse là à la parole, qui est un fait individuel selon de Saussure, la linguistique de l'énonciation veut montrer que tout ne relève pas de l'individu, tout simplement. Il y a quand même des caractéristiques communes à tous les individus. Ces caractéristiques qui accompagnent chaque énoncé, Benveniste les appelle l'appareil formel de l'énonciation, ou bien autrement, le dispositif de l'énonciation.
c'est-à-dire le fait de s'approprier la langue, en utilisant bien sûr les éléments linguistiques particuliers. Quand on utilise la langue, on ne fait que décrire la réalité. Et là, on ne fait pas copier et coller le monde. Sinon, on aura une description bien unique et donc une langue unique. Car déjà, chacun a sa façon de le décrire. L'appareil formel relie celui qui parle et l'introduit dans sa parole. Benveniste avance de ce propos. En tant que réalisation individuelle, l'énonciation peut se définir par rapport à la langue comme un procès d'appropriation. Et bien maintenant, on passe à la situation d'énonciation. Cette situation exige les éléments suivants. D'abord, des acteurs ou bien des participants au moins deux, énonciateurs, énonciataires, un lieu et un temps. Alors, ces trois éléments qui constituent la situation de l'énonciation se résument dans les questions suivantes. Qui parle et à qui? Où et quand? Prenons cet énoncé comme exemple. Hier, lors de l'explication du cours, j'ai demandé au professeur de faire un exposé. Le locuteur ou bien qui parle est je. L'interlocuteur ou bien à qui est le professeur. Le temps ou bien quand est hier. Le lieu ou bien où est salle des cours. La situation d'énonciation permet d'identifier ces éléments et d'en avoir plus d'informations. Par exemple, pour connaître qui est ce jeu, ou bien le lieu, la situation de l'énonciation, ou bien la situation, s'avère le seul moyen. Si bien clair jusque-là, on vient de voir la situation de l'énonciation. Maintenant, on va voir la dimension référentielle et la dimension modale de toute énonciation. Alors, chaque énoncé comporte deux dimensions différentes, à savoir la dimension référentielle et la dimension modale. Pour la première, c'est-à-dire celle référentielle, comme son nom l'indique, là on parle du référent ou bien de la référence. Pourquoi on dit que Ferdinand de Saussure ne fait pas intégrer les faits extérieurs dans son étude de la langue? C'est parce que le référent n'est pas présent dans sa conception du signe linguistique. Lui, il étudie le signe linguistique comme un signifié et un signifiant. C'est tout. Là, on ajoute un troisième élément, c'est le référent. En d'autres termes, le renvoi aux autres objets du monde. Cela se fait quand on parle de quelque chose et on se réfère à quelque chose. Pour la deuxième, c'est-à-dire celle modale, il est indéniable que lorsqu'un locuteur énonce un énoncé, il exprime sa position par rapport à ce qu'il énonce. Le premier à avoir parlé de cette valeur est Charles Bailly, le disciple de Ferdinand de Saussure. Certes, il est structuraliste, mais s'intéressant à l'utilisation de la langue, il souhaite proposer une théorie énonciative en 1909. D'après Charles Bailly, chaque énoncé comporte un dictum et un modus. Le dictum désigne ce qui est dit, ce dont on parle, ou bien tout simplement le dit. Par exemple, je crois que ça va arriver. Dans cette phrase, dans cet énoncé, la modalité exprimée par le locuteur est explicite. Eh bien, on passe au modus. C'est quoi le modus? C'est la manière de dire, la manière dont le locuteur exprime sa position par rapport à ce qu'il dit. Le locuteur, le destinataire, l'énonciateur, l'émetteur désigne toutes ces appellations désignent celui qui parle. Et d'après ces exemples, on comprend très bien l'importance de la dimension modale.
Par ces appellations-là, on désigne celui qui parle. Là, le référent reste le même. Ce qui change, c'est la manière de le dire. C'est le modus. C'est au locuteur de choisir son désignation à un référent bien unique. On est arrivé à la fin de la vidéo. Comme récapitulation, nous avons vu la théorie énonciative fondée par Benveniste vers les années 20 et 30 en France. On a vu c'est quoi l'énonciation. On a pu séparer l'énoncé de l'énonciation, comme c'est le cas de fabriquer, fabrication. On a vu également c'est quoi une situation d'énonciation et qu'elle exige 3 éléments essentiels qu'on peut résumer en questions suivantes. Qui parle et à qui, où et quand. Ensuite, nous sommes allés plus loin en voyant les dimensions de l'énonciation, celle référentielle et celle modale. Dans cette dernière-là, donc c'est-à-dire la dimension modale, Charles Bailey ajoute que chaque énoncé comporte en lui un dicton et un modus. Ces 2 éléments-là désignent respectivement le dit et la manière de le dire. La prochaine vidéo portera sur les dialectiques et la subjectivité. Pour plus de vidéos, vous n'avez qu'à vous abonner sur notre chaîne et activer les notifications bien sûr pour recevoir les nouvelles vidéos. Comme ça, je termine la vidéo. Merci pour votre attention et